Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça devait se faire l'année dernière, mais j'ai planté tout le monde. J'ai eu un petit problème de santé à la dernière minute. Donc cette année, j'ai tâché d'être là. Voilà, j'arrive tout droit de Tanger où j'avais une réunion. Donc je vais essayer de vous parler de design sans montrer de slide. C'était un petit peu C'est la première fois que je fais ça, mais parler un petit peu du design. Je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le design? Moi, je vais vous en parler. Le design, dans la tête des gens au Maroc, c'est assez flou. Pas qu'au Maroc, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé dans plusieurs pays, même dans les pays développés. Et c'est un domaine qui a sa place de plus en plus dans les pays émergents, notamment au Maroc. Donc quand on dit design dans la tête des Marocains, des gens en général, c'est domaine élitiste, domaine tout de suite affilié à la décoration ou à l'artisanat revisité. Ils ont tout faux, c'est pas ça le design. Pour faire une petite brève historique pour revenir un peu en arrière, le Maroc malheureusement n'a pas connu la révolution industrielle. Donc en 1851-1852, il y a eu la fameuse exposition Crystal Palace à Londres, où à l'époque on était passé d'un monde, si on peut dire artisanal, à un monde industriel. Le développement des chemins de fer, les premières usines, la première production en série. Et donc là, en termes de production et en termes de produits ouvragés et de méthodes par rapport à design, il y a certains exemples que je vais vous citer qui vont un petit peu vous imaginer ce que je suis en train de vous dire. Il y a un produit qui avait été développé au niveau industriellement, qui a été développé par un célèbre fabricant qui s'appelle Charles Tonnet, qui avait fabriqué la fameuse chaise bistrot que tout le monde connaît. Et c'était une technique qui venait tout droit de la technique du vin, des tôlonniers, et on cintrait le bois pour en faire une... Il avait inventé, si vous voulez, le meuble en kit, en série. Donc en l'espace de 2-3 ans, il est passé à 10 millions d'exemplaires, ce qui était à l'époque une prouesse. Et c'est là où sont nés les premiers mouvements au niveau du design international. En Europe, donc on est passé des arts décoratifs, c'est un petit peu le même cas au Maroc, donc au niveau des traditions, vers une production industrielle. Après, au niveau Angleterre, le mouvement Art and Craft. Après, vous avez la fondation en Allemagne du Bauhaus, qui est l'école, si vous voulez, un mode de pensée assez révolutionnaire que beaucoup d'architectes, de designers et d'entreprises utilisent jusqu'à maintenant, qui avait été fondé par Walter Gropius en 1921. Après, vous avez les différents mouvements en Italie, le futurisme, jusqu'aux années 60, l'industrie de plastique et les premières innovations qu'on a vues pendant la guerre 39-40. Aux États-Unis, il y a eu énormément de designers qui ont travaillé sur des produits, sur des voitures, sur du design de service, comme Raymond Lewy qui a fait la Studebaker, ou qui avait designé le fameux logo de Shell qu'on voit toujours, et qui avait dit la fameuse phrase qui est devenue célèbre, « La laideur se vend mal ». Et jusqu'aux années 60, on avait l'industrie du plastique, avec tous les produits, les arts ménagers, les premières machines à raser, les premiers aspirateurs, les premières cuisines équipées, les arts ménagers, donc destinés au plus grand nombre. Et bon, l'industrie a pris le design en main et a compris que le design, ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire qu'on ne fait pas de design pour dire c'est joli uniquement. Le design, c'est avant toute chose une méthodologie, c'est un process. C'est un travail c'est un travail créatif, c'est de l'innovation, mais c'est un travail d'ingénierie, c'est un travail de marketing, c'est un travail de système de management qui est intégré au niveau de l'entreprise. Depuis de nombreuses années, dans des entreprises comme Microsoft ou d'autres, le terme de design management existe depuis plus de 20 ans à l'étranger. Au Maroc, ça n'existe pas encore. C'est un métier qui est transversal au marketing. Et quand un designer ou une agence de design vient voir un donneur d'ordre, il y a tout de suite on comprend ce qu'il est en train de nous vendre, ce qu'il est en train de nous raconter. Or, ici, le directeur marketing, dès qu'on lui dit design, il pense décoration ou il pense communication, agence de communication. Or, normalement, le design, c'est en amont et la communication, c'est en aval. Pourquoi? Je design une marque, je design des produits, mais la communication va me servir à communiquer sur les valeurs et sur tout ce que veut vanter la marque par rapport aux produits qu'elle vend pour séduire le consommateur. On le voit de plus en plus, la plupart d'entre vous vont au supermarché. Il y a 10 ans, il y avait peut-être 2 marques de yaourt qui se battaient en duel. Là, aujourd'hui, les rayonnages se développent de plus en plus. On voit des marques de yaourt marocaines qui se développent, des packaging qui sont créés pour séduire la ménagère ou le consommateur.
Et voilà un petit peu pour un peu imager, comme on a l'habitude de dire dans le design, il faut rendre, comment on dit, il faut rendre tangible ce qui est intangible. Quand on vous dit à un donneur d'ordre ou à un client, je suis designer, pour lui, vous êtes quelqu'un qui est en train de dessiner. Il ne comprend pas. Je vais citer des exemples de projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Très jeune, j'étais un des premiers en Afrique à le faire. C'est sur la notion de design urbain. Le design urbain, dans la tête des gens au Maroc, c'est quelque chose de nouveau. On voit de plus en plus d'abribus, on voit de plus en plus de corbeilles de propreté, on voit de plus en plus que les avenues commencent un petit peu à être mieux structurées, à offrir à la population un endroit où s'abriter quand il y a du soleil ou un endroit où s'abriter quand il pleut pour attendre le bus. Avant, ça n'existait pas. Donc à l'époque, quand j'ai travaillé sur le design de la ville d'Agadir, sur son identité, sa signalétique et son mobilier urbain, et Dieu sait que ça n'a pas été simple parce que à l'âge de 30, 31 ans, j'étais confronté à des politiques, à un wali, à un président de région, et je me suis retrouvé au milieu de tout ce monde à donner des séances plénières, à expliquer un peu, phase par phase, en termes de méthodologie, qu'est-ce qu'on était en train de créer, qu'est-ce qu'on était en train de présenter, et défendre à chaque fois la phase pour avancer dans le projet. Et bien là, vous êtes confronté à des politiques qui, eux, ben, pour eux, ces résultats, c'est d'être réélus à l'échéance prochaine. Et certains ont eu l'intelligence de comprendre que utiliser l'innovation, les idées pour pouvoir mettre ça à profit au niveau des administrés, de la population, des citoyens, ben, peut leur servir d'argument politique pour parler de ce qu'ils font en tant que maire, en tant que wali, en sachant que le wali, lui, n'est pas un élu. Donc ça, j'ai travaillé sur ce type de projet et j'ai voulu tout de suite démystifier le design par rapport à un long travail de terrain, un combat perpétuel qui continue, en leur expliquant que ce n'était pas élitiste, que quand on fait du design urbain, notamment quand on dessine des abribus, comme ceux que vous voyez à Casablanca, j'ai eu la chance de les faire et de les dessiner, donc les blancs qui sont un peu partout dans la ville, bah, au départ, on ne comprenait pas. Et donc là, par ces actions-là, j'ai pu montrer que c'était un design qui était fait au plus grand nombre, qui était destiné à tout le monde. Les abribus de Rabat, c'est la même chose. Et tout dernièrement, il y a 12 mois, on m'appelle, on me dit consultation directe, les autoroutes du Maroc qui me contactent, qui me disent on voudrait penser à faire du design service. Ah bon? Ben oui, il y a peu de pays dans le monde qui l'ont fait. Il y a certaines autoroutes, portions d'autoroutes dans le sud de la France qui ont fait quelques travaux de design au niveau de la signalétique, au niveau un petit peu de l'organisation de la charte, pour pouvoir permettre aux conducteurs, à l'usager d'être mieux interpellé au niveau des messages, soit au niveau des messages civiques, bon, pour rouler moins vite, ne pas jeter quelque chose par la fenêtre, ou rouler sur sa droite, etc. Donc on m'a dit, nous, on voudrait penser à tout le réseau. Bon, écoutez, tout le réseau. D'accord, très bien. Bon, on s'est posé des questions, j'ai fait plusieurs réunions avec eux, on a discuté, j'ai fait un tas de recherches pendant des semaines sur tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle le benchmarking. En termes de normes, il y a énormément de normes, en termes des tailles de typographie, des hauteurs, bon, je vous passe tous les détails. Et finalement, bon, quand la méthodologie a été proposée, elle a été validée. On a travaillé sur une définition du concept qu'on a proposé sur 3 axes. Un des axes a été choisi, parce que tout ce qui a été fait au niveau de l'audit au début a été fait d'une manière concrète. Et c'est ce qui a permis, après, de partir sur de la créativité et de l'innovation. Donc on a travaillé sur tout un univers, au niveau des couleurs, au niveau de la charte, au niveau de l'univers graphique, au niveau des pictogrammes, au niveau de tout ce qui est mât, au niveau du mobilier urbain. Et donc ceux qui ont peut-être pris l'autoroute entre Fès ou Oujda ont découvert ce travail qui a été fait. Et au fur et à mesure des semaines qui vont passer et des mois, vous verrez que ce terme de design de service destiné aux autoroutes du Maroc, en termes de design d'ingénierie, fait du Maroc le premier pays au monde à avoir fait ça. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Et donc on a continué un petit peu dans cette voie-là. Et dernièrement, on m'a contacté en me disant, toujours dans cette notion de design de service, d'utiliser le design par l'image, l'innovation du design, etc., je me suis retrouvé à designer pour eux un auvent. Donc là, on s'arrête pour payer son ticket de passage. Donc ça sera le plus grand auvent du Maroc, il va faire 132 mètres de long, sur 7,50 mètres de haut, sur 15 mètres de large. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec un bureau d'études parce qu'il sera fait en béton ultra haute performance. C'est un matériau qui n'a jamais été utilisé au Maroc. On a utilisé le haute performance pour le pont Moulay Hassan, donc à Rabat, sur le Bourg grec. Et donc là,
on essaie toujours de pousser le bouchon, de montrer que le design est de l'innovation, qu'on essaie de sortir des sentiers battus. Et donc pour ce projet de Haut-Vent, ça a été aussi un challenge pour mener à bien encore une idée, défendre un projet parce qu'ils n'ont pas accepté au début, et continuer, et continuer, et continuer. Et donc, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue il y a 1 an pour montrer un petit peu qu'il y a des pays arabes qui ont compris un petit peu la force du design et que le design est nécessaire au développement des entreprises, des services, des produits, de l'innovation, parce que c'est l'image d'un pays, c'est ce que le pays vend. Quand on dit États-Unis, on pense tout de suite à des marques. Ben, c'est du design, le branding, the products et tout ce qui va avec. Nous, au Maroc, on commence à peine à se poser la question. Dernièrement, j'ai été contacté il y a un peu plus d'1 an par un chasseur de tête à Londres. Un jour, un numéro. Je passe mon temps à vadrouiller un peu partout. Je donne des conférences à Hong Kong, au Brésil. Je rencontre des étudiants. J'essaie de discuter avec eux, de voir qu'il y a des pays qui ont vraiment pris le taureau par les cornes, y compris la puissance du design, ce que ça peut apporter à un pays. Et un jour, un chasseur de tête m'appelle de Londres. Bonjour, je vous appelle au nom de Qatar Foundation. Ah bon, d'accord, très bien. Et ils ont créé un concours de TV-réalité pan-arabe, international, qui s'appelle Star of Science, Noujoum el-Ouloum en arabe. Et donc, nous cherchons un VIP jury dans la partie design pour cette Session 2, 2010. Donc, j'ai été contacté, on a fait des interviews, ils m'ont recontacté, on a recommencé. Après, elle m'a dit, on va vous recontacter pour vous dire si vous avez été sélectionné ou pas. Bon, les mois ont passé, on m'appelle un jour, on me dit, vous avez été sélectionné, vous êtes plus jeune. Vous représenterez le design marocain, arabe, au niveau international. Donc moi, j'étais dans la catégorie VIP jury expert. Il y avait un Marocain qui était dans les jurys experts invités. Et il y avait des gens du monde arabe, de Dubaï. Il y avait par exemple le docteur Elbaz qui est à la NASA, qui était VIP jury. Et donc moi, j'étais confronté à ça et je me suis rendu compte qu'ils avaient compris à quel point la science doit intégrer la notion de design dans le process d'innovation. Pourquoi? Parce que, admettons, vous créez un produit, un téléphone ou une télécommande ou une souris, une technologie, mais il faut bien la designer. Après, il faut lui trouver un nom. Ouais, c'est Microsoft, mais elle a un nom, elle s'appelle X. Et donc, chaque VIP juré avait son épisode qui lui était dédié. Donc, il y avait design épisode, marketing épisode, engineering épisode. Et j'ai eu la chance de pouvoir être confronté à des jeunes innovateurs qui venaient, qui parlaient en arabe classique de leur projet. Et ils montraient toute l'évolution parce qu'il y avait un laboratoire qui était mis à leur disposition. Tout le process de fabrication des prototypes était financé par la fondation. Et la mise en jeu était quand même $600 000 pour les quatre finalistes. Et donc là, c'est là où on voit un petit peu l'importance qu'ils ont associé l'innovation, le design, la science, l'ingénierie et le marketing. Ils ont même aidé à donner un nom à leurs produits, des couleurs. Et à la fin, quand il y avait les dernières, la design épisode était l'avant-dernière, oui, avant la marketing, ben, on voyait que les produits étaient aboutis. C'est vraiment abouti. Depuis le début, quand on a suivi tout le process, ben, qu'on a vu que les étudiants, même ou les innovateurs ou les scientifiques, quand ils parlaient de leurs produits, ils avaient le langage design. Ils défendaient leurs produits en parlant de marketing, en parlant de management et comment ils ont fait pour un peu améliorer l'ergonomie du produit, la technologie, le côté sensoriel, les couleurs, la matière. Ils ont tenu en compte du coût de production parce que quand on design quelque chose, il faut penser à la production et au coût. Et donc voilà, ça c'était une des dernières expériences que j'ai vécues. J'espère que j'ai donner une image un peu globale. Ce n'est pas évident avec des slides. Merci.